présidente Conchita Lacué, je suis députée de la Gironde, vice-présidente de la délégation. Et je vous prie d'excuser notre présidente Catherine Coutel, qui ne pouvait pas être présente. Donc, merci encore à vous, monsieur, d'être toujours parmi nous. Et je voudrais quand même saluer Maude Olivier, qui, je le rappelle, a été nommée rapporteure dans le cadre de notre mission sur les études de genre. La délégation aux droits des femmes s'est lancée dans des auditions pour faire le tableau en France des études de genre, afin de mieux les connaître et de les mettre surtout en valeur. Cette démarche est née, bien sûr, de l'amendement de Maude Olivier, qu'elle avait fait passer dans le texte de 2014 sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, pour promouvoir les études de genre en France, à l'université, parmi la recherche française. Un amendement qui est passé à une époque où, il faut quand même le souligner, le mot « genre » déclenchait de véritables passions et polémiques, surtout dans la société. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce sujet Madame Laure Bérigny, sociologue chargée de recherche au CNRS, qui a coécrit, entre autres, Dictionnaire genre et sciences politiques, paru aux presses de Sciences Po en 2013, et Le genre, théorie et contre au pub en La vie des idées en 2014. Nous recevons bien sûr également Madame Réjeanne Sénac, chargée de recherche CNRS au Centre de recherche politique de Sciences Po, CEVIPOF, et membre du comité de pilotage du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre, présage, et du conseil scientifique de l'Institut d'Émilie du Châtelet. Vous êtes également présidente de la commission parité du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, interface consultative du Premier ministre. Vous avez également publié L'égalité sous conditions, genre, parité, diversité, ainsi que L'invention de la diversité, L'ordre sexué, la perception des inégalités hommes-femmes et le que sais-je sur la parité. Bon, ravi de vous accueillir toutes les deux. Nous sommes un petit peu contraintes par le temps puisque nous avons notre séance question de gouvernement à 15 heures. Donc je vous propose de vous présenter et puis de nous parler de vos travaux, s'il vous plaît. On échangera et il y aura des questions. Maude, tu veux peut-être juste un petit mot, histoire d'animer le débat, simplement préciser, Conchita, qu'effectivement, il y a eu un amendement dans la loi du 4 août, mais qui ne parle pas de genre, puisque c'était pas possible de l'écrire comme ça, mais ça voulait dire la même chose, évidemment, c'était parler de la construction sociale des rôles sexués. C'était pour préciser que le mot genre n'apparaissait pas, mais nous ne désespérons pas que ça finisse par apparaître un jour. Je vous remercie. Alors, j'ai eu une liste de questions qui pouvaient orienter éventuellement nos prises de parole et Jeanne aussi, donc j'imagine qu'on peut suivre un tout petit peu cette trame. Alors, si je suis là aujourd'hui, j'imagine aussi que c'est surtout parce que j'étais la co-auteure d'un manuel, en fait, le manuel d'introduction aux études sur le genre, que j'ai coécrit avec Sébastien Chauvin, Alexandre Jaunet et Anne Revillard, et qui fait un panorama en fait, des études sur le genre en français, en langue française, et principalement en sciences sociales. Et donc, dans ce manuel, on s'est attaché en premier lieu à définir le concept de genre et à mettre en évidence les différents terrains où il pouvait être déployé pour éclairer la réalité sociale. Alors, dans ce manuel en particulier, on a mis en évidence ce qui apparaissait être les 4 piliers du genre, du concept de genre. Alors, peut-être, avant de commencer de décliner ces 4 piliers, peut-être définir de manière très générale de quoi il s'agit. Les études sur le genre, ce sont les recherches, les savoirs qui prennent pour objet la construction sociale d'une différence hiérarchisée entre les sexes. Donc, tout à l'heure, vous évoquiez la construction sociale des rôles sexués. On n'est pas loin, donc voilà, le synonyme, en fait, le terme de genre, ça désigne précisément ça. Sauf que quand même, dans la définition que je viens de donner, il y a le mot hiérarchisé, et je vais y revenir. Alors, le premier pilier de ces études sur le genre, c'est la dimension de construction sociale. Et c'est ce qui, effectivement, aussi attise beaucoup de résistance. Au fondement des études sur le genre, il y a un postulat anti-essentialiste, c'est-à-dire que les études sur le genre prennent le contre-pied des visions biologisantes du social et notamment, bien sûr, de la différence des sexes. Alors ça ne veut pas dire qu'on nie la matérialité des corps,
la biologie. Bien sûr, il existe des différences physiologiques qui ne sont absolument pas niées par les spécialistes du genre, et souvent c'est caricaturé. Mais ce que les études sur le genre se proposent de faire, c'est de montrer que ces différences biologiques, elles ne s'expriment jamais de manière brute. Elles sont toujours filtrées par un système social, par ce qu'on peut appeler un système de genre qui va sélectionner certaines différences, les mettre en science et leur donner un sens. Et c'est pour ça qu'on dit que la différence des sexes est socialement construite, c'est parce que finalement, toutes ces différences physiologiques sont lues par des acteurs sociaux, sont mises en forme, sont interprétées et produisent de la différence et de l'inégalité. On sait bien que, par exemple, jusqu'à une date récente, on donnait des arguments biologiques, enfin jusqu'à une date récente, jusqu'au milieu du XXe siècle, pour écarter les femmes de certaines professions. Elles ne pouvaient pas être avocats, à l'époque on ne féminisait pas, disait-on, parce qu'elles n'avaient pas la voix nécessaire et qu'elles étaient trop sensibles et soumises à la mœurs. Le deuxième pilier du genre, à part cette dimension anti-essentialiste, c'est la dimension relationnelle du genre. C'est-à-dire que le genre, c'est l'étude des rapports sociaux entre le masculin et le féminin, entre les femmes et les hommes. Donc il y a toujours cette double dimension, même s'il est tout à fait possible de faire des études ciblées sur les femmes et sur les hommes, mais on part du principe que le féminin et le masculin se définissent dans un rapport d'antinomie, enfin de complémentarité ou d'antinomie. Le troisième pilier qu'on a mis en évidence, c'est le pilier des rapports de pouvoir, de la hiérarchie, de l'asymétrie entre les sexes. C'est ce que je soulignais tout à l'heure, c'est-à-dire que les études sur le genre ne se contentent pas de dire qu'il y a des rôles sociaux féminins et masculins. Les études sur le genre disent plus que ça. Elles disent qu'il y a une asymétrie systématique entre les femmes et les hommes, entre le féminin et le masculin, et que dans la plupart des sociétés, les ressources matérielles et symboliques sont distribuées de manière inégale, au détriment des femmes et au profit des hommes. Donc voilà ce que c'est quand même un postulat assez fort des études sur le genre que de dire ça. Dans cette dimension effectivement d'asymétrie, il y a une autre chose que je voudrais dire et qui a été mise en évidence par ce qu'on a appelé les études queer plus récemment, qui sont une partie des études sur le genre. L'idée que le genre, c'est aussi un système normatif. Et en tant que tel, les normes de genre peuvent opprimer certaines personnes, certains individus qui ne se reconnaissent pas dans soit la masculinité dominante, soit la féminité dominante, qui ne se reconnaissent pas dans cette binarité. On est soit un homme, soit une femme. On ne peut pas être l'un et l'autre, l'un ou l'autre alternativement, ou aucun des deux sexes. Et donc là, je fais bien sûr référence aux mouvements trans qui, en France, ont pris leur essor au cours des dernières années. Et je fais aussi référence à l'ensemble des identités de genre qui dévient des normes dominantes de la masculinité et de la féminité. Enfin, dernier pilier du genre, c'est ce qui est résumé par le terme intersectionnalité, qui a été mise en évidence par des chercheuses à l'origine états-unienne, et en particulier Kimberly Crenshaw, qui est une juriste afro-américaine qui a pour la première fois mis en forme ce concept. C'est l'idée que les rapports de genre ne sont jamais détachables d'autres rapports sociaux. Ils sont toujours encastrés dans d'autres rapports de domination. On n'est jamais seulement une femme, on est toujours aussi dans un système social où on est aussi d'une classe sociale, on a une position ethno-raciale, c'est-à-dire une position qui est assignée par la manière dont on vous catégorise, d'une manière ethno-raciale, comme blanc ou non blanc, par exemple. On a aussi une position dans le système sexuel, c'est-à-dire on est catégorisé et on se reconnaît éventuellement comme hétérosexuel ou non. Bref, tous ces rapports de pouvoir s'imbriquent les uns dans les autres et on ne peut pas comprendre la domination masculine ou les rapports sociaux de sexe sans toujours replacer ces rapports dans l'intersection des rapports de pouvoir. Et ce dernier pilier, il fait aussi grincer pas mal des dents, parce que ce qui veut dire aussi, c'est que les femmes ne constituent pas un groupe homogène. Bien sûr, elles ont des intérêts communs. Il y a des lignes une ligne de domination qui concerne toutes les femmes, mais il y a aussi des clivages entre elles, des clivages de classe, des clivages ethno-raciaux, des clivages de sexualité, des clivages d'âge. Et il n'est pas évident de rassembler toutes les femmes autour des mêmes intérêts. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des clivages dans le mouvement féministe, dans ce que j'ai appelé l'espace de la cause des femmes, c'est-à-dire que finalement, la manière dont des associations ou des institutions représentent les femmes n'est pas forcément partagée par l'ensemble des femmes. Voilà ce que je voulais dire pour commencer, puis je vais laisser la parole
à Réjeanne. Alors tout d'abord, merci pour cette audition et merci à Laure Bérény pour la présentation du genre comme un système à la fois construit, hiérarchisé et à l'intersection d'autres formes de construction sociale en termes d'identification et d'identité. Moi, ce que je vais vous présenter très brièvement ou vous proposer, c'est juste de voir en quoi, selon moi, les études de genre, dans leur pluralité, qui ont bien sûr une dimension théorique et une dimension de controverse théorique, et on voit bien quand je dis cela que je m'inscris en faux contre le fantasme qui a été créé comme repoussoir autour de ce qui a été appelé au singulier la théorie du genre, comme si c'était une idéologie exclusive qui allait s'imposer comme système normatif. On voit bien, par rapport à ce que nous a présenté Laure Bérény, que les études de genre sont vraiment ce savoir au pluriel, interdisciplinaire, qui s'inscrit à la fois dans des disciplines, mais aussi dans des relations entre disciplines, autour donc de l'analyse de cette construction sociale hiérarchisée, imbriquée, de ce que doit être un homme et de ce que doit être une femme dans différents types de sociétés. Donc ce que j'aimerais juste vous présenter, c'est en quoi ces études, dans leur pluralité, dans leur controverse théorique, comme toute démarche scientifique, participent, et c'était dans les questions qui nous étaient proposées, à éclairer l'action publique, en tout cas à politiser la question de l'égalité femmes-hommes. Donc je présenterai pour cela 3 points rapidement. En quoi ces études, dans leur pluralité, informent et ont à voir avec la mise en agenda d'un sujet de politique publique. Donc là, je m'inspire en particulier de Jones sur l'idée de cycle de politique publique et le fait que les acteurs publics et politiques prennent en compte ce qu'ils considèrent comme étant un problème dans la mesure et à condition qu'ils considèrent que ça fait partie de leur compétence, de la compétence des autorités publiques. Donc là, ça m'intéressera de voir très rapidement en quoi les études de genre, elles contribuent à cette mise en agenda des politiques d'égalité entre les femmes et les hommes. Deuxième point, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une spécificité des politiques d'égalité femmes-hommes et en quoi les études de genre éclairent cette spécificité ou pas par rapport aux autres types de politiques publiques. Et troisième point, en quoi il est nécessaire, selon moi, de garder à l'esprit que la question des arbitrages en termes de politique publique sur ces sujets sont, comme tous les arbitrages politiques, éminemment clivants et idéologiques. Et en quoi, là aussi, les études de genre peuvent aider à voir cette dimension, pas seulement consensuelle, mais aussi politique au sens de clivant. Alors, sur le premier point, sur la mise en agenda, comme nous l'expliquait Laure Bérény, il y a une construction sociale, un système normatif autour de ce qui est jugé comme étant légitime ou illégitime, à la fois dans l'éducation, dans le comportement des hommes et des femmes, des petits garçons et des petites filles, avec un attachement à la binarité quand même assez marqué, qu'on peut d'ailleurs questionner. Et donc, on va mettre en agenda une politique publique visant à l'égalité femmes-hommes quand on va considérer qu'une différence entre les femmes et les hommes qu'on observe est illégitime. Et non pas tant qu'on considérera que c'est le reflet d'une complémentarité naturelle ou qui est donc comme légitime. Donc là, dans le processus de dénaturalisation des inégalités femmes-hommes, les études de genre jouent un rôle central. Donc ils vont jouer un rôle central dans l'émergence de ce qu'on va considérer comme faisant problème public et politique et pouvant, dans une procédure d'étiquetage, relever de la sphère de compétence des autorités publiques. Donc je vais vous prendre 2 exemples pour incarner cela. En particulier, un exemple assez révélateur, puisque maintenant c'est devenu un des sujets qui apparaissent comme consensuels, la lutte contre les violences dites domestiques ou intrafamiliales n'a pas toujours été considérée comme faisant partie
des compétences des autorités publiques. Il y avait un postulat selon lequel c'était de l'ordre du privé. Et le droit incarnait cette norme-là, puisque vous savez qu'il y avait une excuse de provocation si le conjoint suspectait que sa conjointe le trompait, jusque dans les années 67. Donc on voit bien que là, on considérait que la démocratie et les rapports d'égalité et de démocratie ne passaient pas la porte du foyer. Et comme le montrent en particulier les travaux de Geneviève Fraisse, cette idée que s'il y avait eu démocratisation de la sphère publique, il n'y avait pas eu de contagion, tout avait été fait pour qu'il n'y ait pas de contagion en termes de démocratie dans la sphère privée. Et on voit qu'il y a eu, à la fois à travers l'éclairage par les travaux théoriques, mais aussi par la pression des militantes et des militants féministes, cette idée qu'il fallait démocratiser le privé politique. Donc on voit, il y avait une question sur le triangle de velours, et en effet, on voit là qu'il y a eu un effet de triangle de velours. Et sur la lutte contre les violences, en termes de cycle de politique publique, on voit bien que l'enquête en VEF, en 2001, a joué un rôle vraiment fondamental dans l'émergence d'un diagnostic, mais aussi dans une évolution de la norme, de ce qui est considéré comme juste et injuste, et dans le périmètre d'action des acteurs. J'aurais voulu aussi prendre un autre exemple très rapide. Vous avez dû voir dans le journal Libération d'hier une tribune « Stop aux mutilations des personnes intersexuées » par un collectif qui regroupe à la fois des chercheurs et des militants. Parmi les chercheurs, il y a en particulier Éric Fassin, et des juristes aussi, qui contribuent au débat qui est porté en particulier avec une actualité que vous vivez, celle donc de l'amendement de Pascal Crozon et Erwan Binet dans le cadre de la loi Justice XXIe siècle, concernant donc la démédicalisation du changement de sexe à l'état civil. Et on peut dire que les travaux théoriques ont largement contribué à remettre en cause une vision naturalisante, essentialisante de cette binarité femme-homme. En particulier, Mon corps a-t-il un sexe, sur le genre dialogue entre biologie et sciences sociales, qui a été publié, coordonné par Evelyne Peyre et Joël Vils, mais on pourrait citer d'autres travaux. Donc on voit bien là comment s'imbrique cette mise en agenda. Sur la spécificité des politiques d'égalité dans l'approche qu'on qualifie de cognitive des politiques publiques, je fais ici référence en particulier aux travaux de Pierre Müller, cette idée que les arbitrages de politique publique, les choix de politique publique sont avant tout des idées en action, des idées que l'on fait incarner dans des actions. Donc, il y a des travaux qui pointent le fait que l'une des spécificités des politiques d'égalité femmes-hommes, c'est leur transversalité, c'est-à-dire qu'on doit aller au-delà des secteurs de politique publique, et votre délégation incarne cette dimension à l'intersection des commissions, à l'intersection des secteurs classiques de politique publique, avec l'idée qu'on ne peut pas travailler, par exemple, sur l'égalité professionnelle si on ne travaille pas sur la déconstruction de la socialisation primaire de la complémentarité, aussi bien dans les familles, mais aussi dans l'école, et que c'est le reflet des orientations genrées. Enfin, voilà, donc cette idée vraiment d'une transversalité des politiques publiques. Françoise Milewski, l'économiste, travaille en particulier aussi sur le fait que cette transversalité implique une attention vraiment essentielle sur la dimension de la cohérence des politiques publiques, c'est-à-dire si on a une attention porte sur l'égalité femmes-hommes en ce qui concerne la politique de l'emploi, mais qu'on ne l'a pas en termes de politique familiale, ou qu'on a une politique familiale qui va plutôt valoriser la sortie d'emploi ou le temps partiel pour les femmes, on est en incohérence de politique publique. Donc ça a vraiment des conséquences, cette transversalité des secteurs. Et puis tous les débats aussi sur les méthodes et les outils d'action, égalité de droit, action positive, gender mainstreaming, et l'imbrication de ces différents instruments de politique publique. Donc là, je vais très vite pour finir sur le troisième point, qui, je pense, est un point important, qui est celui que les études de genre, dans leur pluralité et de leur multiplicité du fait aussi de toutes les disciplines, montrent bien que l'impression qui peut être aujourd'hui la nôtre au XXIe siècle, d'avoir une forme de consensus aussi bien dans l'opinion publique que parmi les acteurs politiques en ce qui concerne l'égalité femmes-hommes,
ne doit pas faire oublier que l'égalité femmes-hommes est rattachée à des conceptions différentes de ce que l'on juge légitime en termes de ce qu'on appelle les contrats de genre. Marie-Thérèse Le Tablier a travaillé là-dessus en particulier. Et que donc, il est important à la fois de pouvoir faire des alliances, des alliances de cause, mais aussi de voir que, comme sur les autres sujets, il est normal d'être en désaccord par rapport à ce que l'on porte comme projet de société, comme conception de ce qui est un ordre juste ou pas pour le positionnement autour de l'identification et l'identité sexuée. Je vais prendre un exemple, là encore, très rapidement. Il y avait eu en particulier la clause de l'européenne la plus favorisée qui avait été votée, je crois, à l'unanimité à l'Assemblée nationale. On peut s'en réjouir. Et en même temps, on voit la limite de ce type d'exercice. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit que les députés français sont pour la clause de l'européenne la plus favorisée, quelque part, on n'a pas dit grand-chose. Pourquoi ? Parce que l'enjeu, il va être de déterminer qu'est-ce qu'on considère comme étant le plus favorable, le plus juste, le plus légitime. Et là, on va voir de nouveau se redessiner des clivages politiques. Et en particulier, les politistes qui travaillent sur les programmes des partis politiques voient bien qu'au-delà d'une rhétorique égalitaire qui est maintenant portée quasiment sur tout l'échiquier politique, on va avoir des divergences par rapport au contrat de genre. Et quand on analyse en particulier ce qui est promu en termes de politique familiale, on voit qu'il y a vraiment clivage, en particulier entre la droite de l'échiquier et la gauche de l'échiquier sur ces enjeux-là. Donc, voilà, je pense qu'il est de ce fait-là intéressant de politiser les politiques d'égalité femmes-hommes dans tous les sens du terme, à la fois en termes de dénaturalisation, d'essentialisation du diagnostic que l'on a maintenant, même de façon imparfaite, mais que l'on a des différences de position des hommes et des femmes dans la société française, mais aussi de le politiser au sens d'en faire un enjeu de démocratie au-delà du clivage privé-public, mais aussi un enjeu où il est assumé qu'il y a des divergences politiques qui sont des divergences au cœur même du pluralisme idéologique. Juste ajouter peut-être 2 mots en relation avec les questions qui ont été posées pour compléter ce que vient de dire Régène Sénac sur les raisons pour lesquelles le genre fait peur. Pourquoi il suscite autant d'hostilité, de réactions vives et pourquoi, à mon avis, et sans doute c'est le même avis que Régène Sénac partage le même avis que moi, il faut maintenir ce terme et défendre ce concept. Alors pourquoi le genre fait peur ? Parce que c'est un concept qui vient ébranler, qui vient dénaturaliser, qui vient désenchanter sans doute, et qui vient ébranler des certitudes, notamment des certitudes qui sont très enracinées dans les esprits, l'idée qu'il existe 2 sexes biologiquement déterminés et que cette détermination biologique se traduit par une détermination sociale et que, pourquoi pas, il est donc naturel que les hommes occupent peut-être une position supérieure, enfin plus favorable que celle des femmes. Et évidemment, quand on a ce diagnostic désessentialisant, débiologisant, dénaturalisant, on vient d'une certaine manière craqueler des certitudes et on vient introduire de l'incertitude. Et donc je pense que c'est la première raison de la peur et de l'hostilité suscitée par le terme de genre. C'est que d'une certaine manière, voilà, ça vient ouvrir des perspectives inconnues, peut-être, des potentialités pour l'avenir en termes d'identité de genre, etc. La deuxième raison pour laquelle ça fait peur, il me semble, plus prosaïquement, c'est parce que ça vient remettre en cause des positions de pouvoir, de domination. Il me semble que c'est assez clair. La raison pour laquelle les études sur le genre ont été l'objet, la cible d'attaques si virulentes pendant le débat sur le mariage pour tous, c'est parce que ces théories et ces savoirs aussi empiriques avaient été mobilisés pour justifier une loi qui met sur un plan égal les couples de même sexe et les couples de sexes différents. Donc là, on avait une conséquence politique qui était assise sur des savoirs scientifiques, des conséquences politiques qui viennent remettre en cause une hiérarchie
entre l'hétérosexualité, l'homosexualité, qui venait remettre en cause une hiérarchie bien établie entre les bonnes familles et les mauvaises familles. Quand les études sur le genre viennent dire, vous savez, l'hétérosexualité, c'est un système social. En fait, quand on regarde dans l'histoire, dans l'espace et dans le temps, on a des systèmes qui sont très différents et il serait ethnocentrique de penser que l'hétérosexualité est quelque chose de naturel. De même, la famille nucléaire est une invention, en fait, occidentale et qui date du 19e siècle essentiellement, et même plus précisément dans les classes bourgeoises. La famille nucléaire n'a pas toujours existé, et il a toujours existé d'autres formes familiales, d'autres formes de composition familiale. Donc en disant ça, et plus récemment, je dirais, puisqu'il faut rebondir sur l'actualité, le fait de qualifier des comportements comme sexistes, comme relevant du harcèlement ou de l'agression sexuelle, des comportements qui apparaissaient jusque-là comme normaux, quotidiens, et qui apparaissaient relever de la séduction, par exemple, et ben ça vient remettre en cause des positions de pouvoir, donc ça déplaît. C'est normal. Donc je pense qu'il ne faut pas... dans toute bataille politique, on a des adversaires. Et c'est pourquoi, à mon sens, il faut continuer de défendre le terme de genre en essayant d'éteindre des espèces de fantasmes. Par exemple, l'idée que ce sont des théories ou des savoirs qui viendraient d'outre-Atlantique, qui seraient américains. Donc, par exemple, en utilisant le terme gender. Moi, je suis totalement contre le fait d'utiliser le terme gender. Il faut utiliser le terme genre en français, parce que c'est un terme qui est très utilisé dans le champ de la recherche en France. Ce n'est pas du tout un concept qui a été importé de l'étranger. C'est le mot genre, si vous voulez, c'est la traduction de l'anglais gender. Mais il est venu requalifier des savoirs, des perspectives théoriques et empiriques qui existaient déjà, qui ne s'appelaient pas forcément genre, mais qui existaient en France, par exemple, depuis les années 70. On appelait ça recherche féministe et sur les femmes, recherche sur les rapports sociaux de sexe, recherche sur la domination masculine. On n'appelait pas ça forcément genre, mais finalement, le terme de genre, il n'a fait que requalifier dans les années 2000 un champ de recherche extrêmement dynamique, extrêmement pluriel, qui... pendant plusieurs décennies, s'est structuré, y compris en France. Donc, il faut là encore rétablir des vérités et éviter d'entretenir l'idée que le gender, parce que ces perspectives viendraient des États-Unis, puisqu'elles ont elles ont une histoire française aussi, ces perspectives, même si, bien évidemment, le champ des études sur le genre se nourrit, comme tous les domaines scientifiques, des échanges internationaux et que, évidemment, on dialogue avec nos collègues anglophones. Ça paraît être la moindre des choses. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux. C'est vrai que vous avez éclairé. Moi, juste une petite question. Il m'apparaît à l'heure actuelle relativement difficile de faire accepter le genre comme un outil scientifique. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Or, c'est vrai que vous venez de nous expliquer que, bon, c'est vrai parce qu'on reproche souvent aux études de genre leur origine américaine. On dirait que la France n'a rien inventé ou découvert ou travaillé sur ce thème-là, alors qu'on s'aperçoit ça ne s'appelait pas genre, mais enfin, c'était quand même depuis 1970, c'est ce que vous venez de nous dire. Donc, pouvez-vous un petit peu nous expliquer pourquoi ce n'est pas un outil scientifique? Alors, ces perspectives-là dont je vous parle, qu'on pourrait faire remonter très loin, mais qu'on fait souvent remonter à Simone de Beauvoir notamment, évidemment au deuxième siècle, au deuxième sexe. Non. Ces perspectives-là, effectivement, au départ, elles ont évidemment une dimension éminemment politique. Parce que ce sont des savoirs qui sont d'emblée au service de la contestation sociale et politique. Dans les années 70, comme vous y faisiez référence, il y a un mouvement féministe qui s'est structuré en France, qui renaissait en France à ce moment-là. Et dans ce mouvement, qu'on appelle souvent le mouvement de la deuxième vague du féminisme, les savoirs théoriques, les savoirs savants avaient une place très importante. C'était des armes intellectuelles pour contester la hiérarchie entre les hommes et les femmes. Donc d'emblée, si vous voulez, tous ces savoirs ont été évidemment très vite mobilisés par des militantes et des militants qui luttaient contre la hiérarchie entre les hommes et les femmes, contre la domination masculine. Donc bien sûr, si vous voulez, à l'origine, il y a une forte imbrication entre des enjeux scientifiques et des enjeux politiques. Mais ce que je peux dire quand même, c'est que depuis les années 70, il s'est passé quand même des choses. Notamment, il y a eu un processus d'institutionnalisation de ces recherches,
qui encore une fois ne s'appelait pas Sur le genre à l'époque. Institutionnalisation, ça veut dire qu'on a commencé à recruter des chercheuses et des chercheurs qui travaillaient sur ces questions. On a publié leurs articles dans des revues savantes légitimes, etc. etc. Ce processus d'institutionnalisation, d'une certaine manière, il a fait rentrer ces recherches dans les canons scientifiques. Donc en éloignant un peu les recherches sur le genre du mouvement social dont ces recherches étaient issues, qui était le mouvement féministe. Mais en même temps, voilà, il y a toujours, je dirais, il y a à la fois une autonomisation des recherches sur le genre par rapport au mouvement social, mais il y a toujours un dialogue qui reste très fort, encore aujourd'hui, entre les militantes féministes et les chercheuses et chercheurs sur le genre, même si évidemment c'est pas, il y a des débats, il n'y a pas une unanimité, mais de toute façon cette unanimité n'existe même pas entre chercheuses et chercheurs sur le genre. Donc il y a cette institutionnalisation des études sur le genre qui, tout en restant critique, si vous voulez, c'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une sorte de normalisation, une sorte d'intégration dans le monde académique et dans les canons de la recherche scientifique. On fait du terrain en sociologie, on fait des entretiens, on fait de l'observation ethnographique, on s'inscrit dans une littérature plus générale. Voilà, ça, c'est les canons de la recherche scientifique. Mais en même temps, on a gardé, il me semble, cette perspective, ce regard critique, qui est en fait une trace politique toujours très vivante dans les études sur le genre. Donc ça répond peut-être à votre question, c'est qu'il y a bien sûr toujours cette dimension un tout petit peu politique, ou en tout cas potentiellement politique, parce que voilà, de la théorie à l'action, souvent les fils sont tirés, et qui évidemment rendent toujours suspectes ces recherches. Sur la question des quotas et la parité dans les instances politiques. Qu'est-ce que les études de genre ont apporté à ce débat ? Excusez-moi, avant de répondre à votre question, je vais juste tirer le fil de ce que vient de dire Laure pour répondre à Laure Bérény, pour répondre à votre question concernant le fait, cette suspicion de non-scientificité ou de militantisme, on peut le formuler comme ça aussi, des études de genre. Par rapport à ce fantasme de l'importation américaine en France, il faut quand même rappeler que Butler, qui a été cité par les opposants à la dite théorie du genre de manière assez outrancière, comme incarnant ce danger idéologique, dit elle-même qu'elle s'est beaucoup inspirée de ce qu'elle appelle la théorie française, donc en particulier Foucault, Derrida. Voilà. Donc je pense qu'il est aussi important de voir que il y a des allers-retours en termes de recherche scientifique et de filiation scientifique, et que donc il n'y a pas eu de décalque des travaux qui ont été faits aux États-Unis, mais vraiment un entremêlement de ces travaux. En ce qui concerne cette suspicion de militantisme, je crois qu'il est important quand même de dire que, comme le montrent tous les travaux sur l'épistémologie du rapport aux valeurs, le jugement de valeur, le rapport aux valeurs, Weber et Elias et tous les autres, c'est un questionnement qu'on peut se poser pour toutes les sciences, pas seulement les sciences humaines et sociales d'ailleurs. Comme le dit Elsa Dorlin, et je trouve que c'est intéressant, l'intérêt au moins quand on travaille au sein des études de genre, c'est qu'on est obligé de se poser cette question-là, de notre savoir situé, de notre rapport justement à la dimension normative de notre objet d'étude. Tous les chercheurs devraient faire cela, et ils le font plus ou moins. Au moins, nous, on est dans une logique de surveillance au carré ou de réflexion autour de cet enjeu-là. Je tiens quand même à rappeler que, en particulier dans le processus et dans la légitimation de la colonisation, de l'esclavage, les sciences dites dures, les médecins et les biologistes en particulier, ont justifié par des vérités prétendument scientifiques, typologisant, hiérarchisant les prétendues races au pluriel, ce genre de comportement et de positionnement politique, et qu'ils avaient beaucoup moins que nous la nécessité de justifier la dimension normative ou pas de ce type de recherche qu'on a depuis, heureusement, infirmé. Donc voilà, je trouve que sur ce point-là, oui, il y a une dimension normative, politique, mais comme dans toute démarche scientifique d'analyse des savoirs qui sont toujours des savoirs situés et normés. Donc en ce qui concerne les recherches sur, en particulier quand vous parlez des quotas, je pense que vous pensez
aux recherches, et Laure répondra aussi bien que moi si ce n'est mieux, mais autour du questionnement sur la question du partage des responsabilités et le partage du pouvoir même, hein, puisque c'est avant tout l'enjeu, à la fois au sein de la démocratie, hein, avec tous les travaux sur la démocratie paritaire, mais plus largement dans toutes les instances de décision. Là, très clairement, on voit qu'il y a eu une fertilité, hein, des connaissances à la fois par des universitaires européennes, mais aussi plus internationales. Et puis, je trouve que Françoise Gaspard, par exemple, est une figure très intéressante dans ce mouvement-là, puisque dans cette idée de dialogue vertueux entre les universitaires, les institutionnels et politiques et les associatifs, quelque part, Françoise Gaspard, elle était tout à la fois, hein, dans ces moments-là. Et puis, elle était aussi aux différents niveaux de prise de décision, puisqu'elle était à la fois au niveau européen, au niveau international, avec ses responsabilités au niveau de la Convention CIDO, et puis au niveau national et local. Et on voit que les travaux à la fois sur qui ont contribué à la mise en agenda de ce problème social et politique, c'est-à-dire le diagnostic déjà de l'exclusion des femmes des postes à responsabilité, et en particulier de la représentation, hein, au niveau des parlements, mais aussi les travaux qui montraient, de la part des théoriciennes du politique, aussi bien, on peut citer Lénie Varicas, Geneviève Fraisse, mais aussi Armelle Lebras-Chopard, par exemple, qui montrait comment cette exclusion des femmes des postes à responsabilité de la représentation démocratique, elle était liée au dilemme même, au cœur des principes républicains, et en particulier du principe d'égalité, qui avait justifié l'exclusion des femmes de la citoyenneté active, et que, alors qu'elles avaient eu le droit de vote par une ordonnance, hein, qui n'est jamais passée au niveau des chambres françaises, comme vous le savez, elles étaient toujours exclues d'une réelle citoyenneté active, et que cela pouvait être compris avec cet éclairage d'héritage théorique de leur exclusion au sein même du contrat social, avec une relecture de ce qu'on appelle le contrat fraternel. Et là, on voit aussi bien les travaux de Carole Patman que les travaux de Françoise Gaspard, d'Armelle Lebras-Chopard, Janine Mosus-Lavaux. Donc on a vraiment à la fois dans l'émergence de ce sujet comme un sujet ayant du sens théorique en termes de pensée politique, faisant problème social et politique en termes de rapport à l'application du principe d'égalité, mais aussi en termes ensuite d'instruments de politique publique, donc comment répondre à ce diagnostic. On voit bien que là, les recherches, en fonction des disciplines, ont apporté des éclairages tout à fait centraux. Oui, mais juste pour compléter, enfin, pour ma part, j'ai travaillé sur ce que j'ai appelé la bataille de la parité, c'est-à-dire le processus de légitimation dans les années 90 de la première réforme paritaire, celle de 99 et 2000. Et ce que j'ai pu voir à ce moment-là en travaillant sur tout ça, hein, sur toutes ces militantes, principalement des femmes qui se sont mobilisées en faveur de cette réforme, d'ailleurs dans de nombreuses sphères sociales, à la fois dans les associations, mais aussi au sein des partis politiques, ici même à l'Assemblée nationale, puisque c'est au cœur du débat sur la parité que cette délégation, ainsi que celle du Sénat, a été créée. C'est aussi au moment du débat sur la parité que l'Observatoire de la parité a été créé. Donc voilà. Donc toutes ces mobilisations ont eu lieu dans diverses sphères sociales. Elles ont eu aussi lieu à l'université. Et c'est ce qui m'a beaucoup frappé en travaillant sur ces questions, c'est effectivement de voir à quel point la bataille de la parité avait été principalement une bataille des idées et des principes, parce qu'en fait, les résistances et les hostilités à la parité, elles se disaient sur le mode des principes politiques. Parce qu'évidemment, c'était difficile de dire qu'on ne voulait pas de femmes parce qu'il fallait que les hommes fassent de la place aux femmes. Donc les principaux arguments, les principales résistances contre l'idée de parité, c'était de dire qu'effectivement, c'était une brèche dans l'édifice de l'universalisme républicain et qu'on allait ouvrir une boîte de Pandore des revendications particularistes et que cette réforme était absolument incompatible avec la tradition française de la République. Et donc, dans cette mobilisation, effectivement, les chercheuses, principalement des chercheuses, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'hommes qui travaillaient sur ces questions, elles ont joué un rôle très important. Elles ont joué un rôle de légitimation très important. Et là, de ce point de vue-là, ça distingue peut-être ces mobilisations contemporaines, ces mobilisations féministes contemporaines, des mobilisations qui l'ont précédée, parce qu'aujourd'hui, ces femmes-là, elles sont expertes. Elles sont quand même légitimes, elles sont écoutées comme des expertes et non plus seulement comme des militantes.
Aujourd'hui, la cause des femmes, elle est défendue au cœur des institutions dominantes. Et donc c'est un peu ça que j'ai essayé de montrer dans mon livre qui est issu de mon travail de thèse. C'est vraiment l'idée que finalement ces mobilisations pour la cause des femmes, elles émergent au cœur même des institutions et elles forment une coalition transversale, enfin potentiellement une coalition transversale, et ça a été le cas au moment des lois, du vote des lois sur la parité. J'ai une question particulière sur... en fait, on sait que les études de genre sont transversales à différentes disciplines, mais par contre, on ne retrouve rien du tout dans les sciences dites dures. Alors, Réjeanne a parlé de la biologie, mais par exemple, en mathématiques ou en physique, on trouve les études de genre ne sont pas du tout à l'ordre du jour. Et en tout cas, il n'y a pas d'études à travers ces sciences-là sur les études de genre. Et je m'interroge, parce qu'on constate évidemment l'absence de femmes, de filles, dans ces disciplines-là, dans ces filières-là. Et donc je me dis que peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire. Et puis j'avais une autre question sur les conséquences économiques des études de genre. En fait, j'ai appris très récemment qu'au Japon, en fait, Japon apparemment, je parle sous toute réserve, serait un pays qui n'est pas très ouvert aux étrangers. Et donc, ce serait aperçu que, du coup, il avait un potentiel sous la main à la personne des femmes qui pourrait tout à fait être ouverte, ce qui n'était pas le cas dans leur culture, en tout cas d'ouvrir les femmes à certaines études, en tout cas assez poussées dans le domaine scientifique. Ils se sont dit que finalement, ce serait peut-être pas mal, du coup, de faire en sorte que les femmes aient leur place dans ces études-là, et se seraient mis à travailler sur les études de genre. Donc c'est une information que je n'ai pas pu vérifier, mais j'ai trouvé intéressante aussi de voir du coup les retombées économiques des études de genre. Donc je ne sais pas si vous avez une information là-dessus, mais voilà, ça m'intéresserait d'avoir votre sentiment. La dernière question qui était vraiment annexe, on travaille sur le projet de loi égalité citoyenneté. Donc si vous avez eu le temps de vous y pencher et de faire peut-être une proposition de ce qu'on pourrait introduire dans ce projet de loi égalité citoyenneté, je serais tout à fait preneuse, parce que je suis aussi impliquée dans la commission spéciale qui travaille sur ce projet de loi. Merci. Alors sur la question des sciences dures, Réjeanne Sénac en a parlé un petit peu tout à l'heure, il y a quand même eu historiquement des sciences biologiques, médicales, qui ont été partie prenante des systèmes de domination sociale, etc., en légitimant en fait des rapports de domination. Et il y a eu quand même, depuis les années 60-70, au sein des disciplines, alors plutôt au sein de la médecine et de la biologie que de la physique, effectivement, des critiques féministes et des analyses de genre qui venaient par exemple mettre en évidence des métaphores hyper sexuées dans la description des phénomènes naturels, par exemple, comment le spermatozoïde part à l'assaut de l'ovule qui reste complètement passif face à... Enfin, vous voyez, toutes ces métaphores, donc ça a été par exemple beaucoup travaillé par des spécialistes des sciences biologiques. Donc beaucoup en histoire des sciences et en sociologie des sciences, effectivement, il y a eu quand même un certain nombre de choses. Après, pour ce qui est des sciences physiques et des mathématiques, après, vous avez tout un tas de recherches qui expliquent pourquoi les filles ne s'orientent pas vers ces filières, qui expliquent en fait les obstacles qui se dressent sur leur route. Alors ça, c'est de la sociologie de l'éducation, c'est un petit peu différent. Donc ça, sur la première question. La deuxième question, sur les conséquences économiques des études sur le genre. Moi, je suis toujours un petit peu méfiante en fait à l'égard de cet argument, parce qu'il me semble qu'à partir du moment où on commence à justifier la recherche et les sciences à partir de ces conséquences économiques, on va sur un terrain un peu glissant. Oui, ça, donc, mais je comprends que vous me la posiez, parce qu'effectivement, si vous voulez, quand on veut défendre quelque chose face à des gens qui ne veulent rien entendre sur l'utilité, enfin sur l'intérêt de la démarche, il faut bien sûr prouver son utilité. Mais je pense qu'il faut quand même rester vigilante là-dessus, parce que le problème de cette justification, c'est que ça va justifier les choses jusqu'au jour où on ne trouve pas que certaines évolutions et certains progrès ont une utilité économique, et alors à ce moment-là, on va revenir en arrière. Pour avoir travaillé sur les questions, enfin sur les politiques diversité des grands groupes français, américains, c'est ce qui m'occupe en ce moment, je vois bien les pièges de cette rhétorique utilitariste, qui d'une certaine manière vont subordonner l'ensemble des politiques menées dans l'entreprise à un objectif de profit, et vont donc délaisser toute une partie des réformes qui devraient être menées pour améliorer l'égalité, au motif que ces réformes n'ont aucun impact en monnaie sonnante et trébuchante. Donc je ne préfère pas me prononcer là-dessus. Bien sûr, il y a des études qui sont menées pour montrer tel ou tel impact de telle ou telle recherche, mais je pense même de manière plus générale, c'est dangereux
de justifier la recherche uniquement au nom de l'innovation et de l'apport économique et de l'utilité économique. Il me semble que la recherche, ça doit rester un domaine autonome qui doit prendre le temps de travailler à long terme sans être complètement arrimé à des objectifs politiques et économiques à court terme. Et donc, il me semble qu'il ne faut pas, si possible, suivre cette pente-là. Mais je sais que ce n'est pas facile. Alors, par rapport à la question sur les sciences dites dures, je pense que, comme l'a montré Laure Bérény, il y a deux éclairages. Il y a à la fois les travaux des psychologues, mais aussi des universitaires qui travaillent en sciences de l'éducation ou en sociologie de l'éducation et qui vont travailler sur la manière dont ce que l'on peut associer à un rapport au goût, aux appétences en termes d'orientation scolaire en particulier, est vraiment lié à une construction sociale. Donc là, il y a les travaux de Françoise Vouillot, de Sandrine Marot, voilà, qui travaillent vraiment là-dessus. Et il y a le deuxième versant qui va être celui de chercheurs dans ces disciplines-là, qui vont avoir une lecture qui est une lecture beaucoup plus critique et qui vont plutôt avoir tendance d'ailleurs à dire que, par exemple, une lecture du sexe comme binarité est en réalité une lecture idéologique et non pas conforme à la complexité scientifique des différents critères d'identification sexuée. Et pour ça, Mon corps a-t-il un sexe, c'est vraiment passionnant parce que c'est vraiment basé sur ce dialogue entre biologie et sciences sociales. Et si vous êtes intéressé par ces sujets, je vous conseille vraiment de prendre contact avec les deux coordinatrices de cet ouvrage. Donc Evelyne Payre, qui est bioanthropologue, chercheur au CNRS, au Muséum national d'histoire naturelle, et Joëlle Vils, qui est biologiste cellulaire, directrice de recherche CNRS à l'Institut Gustave Roussy. Il y a aussi des travaux que vous devez connaître de Catherine Vidal sur le prétendu sexe du cerveau. Donc voilà, et là, à l'intérieur d'ailleurs il y a un chapitre. Donc vraiment, je vous conseille de prendre contact avec ces universitaires biologistes en particulier. Donc sur la dimension, la tentation, moi j'appelle ça la tentation de l'égalité sous condition de performance. J'en parle dans mon dernier ouvrage, l'égalité sous condition. Donc pour moi, ça part du principe qui est un principe assez conséquentialiste, que la fin justifie les moyens, pour le faire bref, alors que je suis sur une position beaucoup plus déontologique, qui est de dire que les moyens conditionnent la fin. C'est-à-dire que si vous justifiez un choix de politique publique, et en particulier des politiques d'égalité, au nom de ce qu'ils vont apporter, vous allez produire autre chose que de l'égalité. Alors, pour le dire très, très simplement, vous prenez un double risque en faisant cela. Vous prenez le risque qu'on prouve que ce sont les discriminations et non pas l'égalité qui sont rentables, ou que vos politiques dites d'égalité ne sont pas rentables. Je ne sais pas si vous avez vu passer, il y a eu un article dans le Figaro qui s'intitulait « Construire des crèches nuit au plein emploi ». C'était à partir d'un rapport de France Stratégie qui montrait, qui faisait un parallèle entre le taux d'emploi donc en Allemagne et en France, et qui montrait que c'est parce qu'en France, les femmes étaient moins à temps partiel qu'en Allemagne, qu'elles étaient plus dans l'emploi, que le taux d'emploi était moins bon en France qu'en Allemagne, et que donc, si on voulait tendre vers le taux d'emploi, il fallait que les femmes sortent de l'emploi et se mettent à temps partiel, et donc il fallait arrêter de porter des politiques d'articulation détendues. Donc vous voyez... Oui, mais je veux dire, ça ouvre la porte à ça, c'est-à-dire ça ouvre la porte à un calcul cynique de coût-bénéfice, aussi bien pour les politiques d'immigration, pour les politiques d'égalité femmes-hommes, pour les politiques, comme le disait Laure Bérény, de lutte contre les discriminations, quelles qu'elles soient, et en particulier les discriminations racistes. Donc, on prend le risque qu'on démontre l'inverse. Et même si on démontre que les politiques... Donc, il va y avoir une bataille de chiffres et non plus une bataille d'idées. Voilà. Donc, l'égalité, par exemple, n'est plus l'ordre lexical premier. C'est-à-dire que ça peut être remis en cause. Deuxièmement, si on arrive à montrer que l'égalité est rentable, ce dont je ne suis pas sûre, mais si on arrive à le faire, on va donc être contraint par cette mise en scène, par cette performance de la mixité. C'est-à-dire que, par exemple, vous parliez des quotas
et en particulier pour la parité en politique, on va dire c'est bien, alors que le débat était tout autre en amont et beaucoup plus complexe, mais dans la mise en œuvre, on va dire c'est bien qu'il y ait des femmes en politique parce qu'elles vont apporter autre chose, elles vont penser à la fois à d'autres sujets, et puis elles vont être dans un ethos politique plus bienveillant. Voilà, bon. Et donc, qu'est-ce qu'on fait là? On porte non pas l'égalité, mais la complémentarité, c'est-à-dire qu'on attend des femmes autre chose de ce qu'on attend des hommes. Et ça a des effets très concrets. C'est-à-dire que dans les critères pour investir des femmes et des hommes, on ne va pas forcément avoir les mêmes critères. C'est-à-dire que si on attend qu'elles apportent autre chose, on va les choisir, non pas seulement parmi les militants des partis politiques, mais pour avoir une représentativité des quartiers, des associations, des communautés réelles ou supposées. Enfin, voilà. Et on va en réalité performer, on va créer de la différence et de la complémentarité de cette manière-là. Donc, vous avez compris que je suis très plus que mesurée sur cet argument, qui pour moi est d'autant plus tentant et piégeant qu'il joue sur la rencontre de deux choses. On reste sur un héritage qui est celui de la complémentarité, on n'a pas à le remettre en cause, et puis on est aussi sur une logique qui est très d'actualité, qui est celle du néolibéralisme, c'est-à-dire que tout est dans le marché, même l'égalité. Il faut même montrer que l'égalité, c'est rentable. Voilà, donc il y a une rencontre pour moi entre d'une forme de néo-essentialisme de la complémentarité et de néolibéralisme. Je crois qu'il y avait une question sur le projet de loi, peut-être tu veux dire deux mots? Oui, très rapidement, non. Non, mais j'ai regardé effectivement les... Oui. Non, on a encore 5 minutes. Oui. Non, mais je n'avais pas de proposition particulière, à part effectivement peut-être renforcer la dimension lutte contre les discriminations qui figure tout en bas de ce que j'ai pu lire. Voilà, moi, il me semble que c'est quand même un signal fort qu'il faut adresser à la jeunesse, de montrer qu'on est fermement qu'on lutte fermement contre les discriminations. Alors moi, très rapidement aussi, sur le projet de loi, j'ai vu qu'il y avait encore le terme fraternité. Je vous avoue que je trouve que ça fait partie de notre inconscient politique, mais on saurait liberté, égalité, sororité, tout le monde verrait que là, il y a une dimension sexuée, fraternité, je trouve que voilà. Bon. Un autre point peut-être, mais c'est même si c'est quand même très important, mais il y a un point sur le durcissement des délits, mais là, c'est au cœur de... Voilà, on n'est pas forcément... Durcissement des délits de provocation, de diffamation et d'injure en ce qui concerne le racisme. Je crois que ça pourrait être aussi l'occasion de voir comment, en termes de qualification juridique, en termes de sexisme, d'autant plus qu'il y a un rapport qui va être rendu par Régine, un groupe de juristes coordonné par Nanterre au Conseil à l'égalité sur ce point-là, suite à l'affaire Orelsan, je ne développe pas. Donc je pense que là, il ne faut peut-être pas louper le coche là-dessus. Et puis, j'ai vu qu'il y a des éléments aussi sur l'habitat, et ça serait peut-être l'occasion puisque vous savez qu'on est en manque cruel de place pour les femmes victimes de violences, pourquoi pas essayer de voir de quelle manière ça peut être un critère aussi dans l'affectation de l'habitat social, voilà, les situations de violence envers les femmes. Voilà, donc Merci pour vos exposés, pour vos informations et pour vos explications. Je crois qu'elles vont nous servir. Merci.